Bonjour à tous. Donc, comme le livre est en français, je vais parler en français. Mais si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser au fil du discours et en anglais si vous voulez. Donc, le titre du livre, c'est en français Intelligence artificielle et insensée ou naturelle et ignorante. Et je vais essayer de vous faire comprendre ce titre au fur et à mesure. Alors, le fil rouge de, de, du propos va être le suivant. C'est que pour les intelligences, avoir un corps change tout. Que les intelligences artificielles n'ont pas de corps et du coup sont insensées, c'est-à-dire qu'elles ont toujours besoin d'un médiateur, d'un humain pour traduire leurs calculs en effet sur l'environnement. Alors les robots sont un peu une exception, mais les robots sont malgré tout extrêmement rudimentaires pour l'instant par rapport aux intelligences artificielles qui n'ont pas de corps. Les intelligences naturelles avec un corps sont ignorantes. Ben, ça, c'est essentiellement dû au fait que comme elles sont plongées dans le monde physique, elles n'ont pas accès à la totalité de l'information qui pourrait leur être nécessaire. On va aussi confronter deux moyens de faire du calcul, de l'inférence, du raisonnement, les probabilités et la logique, pour essayer de montrer que les probabilités sont supérieures à la logique à partir du moment où on doit raisonner en étant ignorant, c'est-à-dire quand il vous manque des informations. Et puis, la dernière chose, ça sera que la vérité, elle est inatteignable. On va voir pourquoi, mais que les intelligences peuvent tout de même aspirer à la raison, c'est-à-dire à exploiter le mieux possible les informations qui sont à leur disposition. Alors, il y a 8 chapitres dans le livre. Je vais essayer de les survoler un petit peu tous, mais peut-être que j'arriverai pas jusqu'au bout. D'ailleurs, tu me diras quand on sera à 50 minutes ou quelque chose comme ça. Donc, le deuxième chapitre cherche à savoir qui est le plus intelligent. Ensuite, voir les problèmes qui se posent quand on suppose que la raison est logique. Ceux qui se posent quand on suppose que la raison est probabiliste. Ensuite, il y a une espèce de catalogue de modèles cognitifs des intelligences probabilistes. Il y a une petite revue des calculs qui sont à faire pour faire intelligemment des probabilités. Il y a un chapitre sur l'apprentissage et à la fin, en conclusion, il y a un certain nombre de sujets de controverse. Je pense qu'on n'aura pas trop le temps de voir. Mais... Donc, qui est le plus intelligent? Donc, la question se pose pour tout un tas d'intelligences. Ça va de Deep Blue à Garry Kasparov, en passant par des robots comme Atlas ou Shinkawa, en passant par des humains comme Antoine, le joueur de rugby, et puis des intelligences comme ChatGPT. Voilà. Donc, je vais prendre que le premier exemple, donc, qui est Garry Kasparov contre Deep Blue. Donc, ça a pas loin de 30 ans maintenant. Et voilà, pour jouer aux échecs, Deep Blue a montré sa supériorité en gagnant le championnat du monde contre Garry Kasparov. Cependant, c'était pas un véritable face-à-face parce qu'il y a Garry Kasparov, il y a Deep Blue, et puis il y a Monsieur X ici, dont le rôle était de lire les mouvements que Deep Blue préconisait et de modifier l'emplacement des pièces sur l'échiquier. Donc, ce n'est pas jouer aux échecs, c'est jouer avec les échecs. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que, en gros, aucun robot n'est capable de faire ce que fait Monsieur X, alors qu'un enfant de 5-6 ans y arrive très bien. Alors, il faut bien comprendre, on peut faire un robot qui, sur un échiquier donné, dans un environnement donné, va déplacer les pièces, mais un robot qui soit capable, dans à peu près n'importe quel environnement, dans une piscine, la tête en bas, de déplacer les pièces,
on ne sait pas faire, alors que pourtant un enfant est capable de le faire. Donc, quelle est la différence fondamentale entre ces deux problèmes? Où d'un côté, on a un ordinateur qui est champion du monde, et de l'autre côté, on a un ordinateur qui est moins capable qu'un enfant de 5-6 ans. Eh bien, le jouer aux échecs, c'est un problème fermé, c'est-à-dire que les connaissances à la disposition nécessaires à jouer aux échecs, elles sont parfaitement délimitées. On sait exactement ce qu'on a besoin de savoir, l'emplacement des pièces, les règles de déplacement, quelques règles particulières pour les déplacements des pièces, et puis c'est tout. Et la difficulté est essentiellement un problème de combinatoire, le nombre de parties possibles et le nombre de coups à envisager à l'avance. Et les ordinateurs sont très bons pour résoudre ce genre de problème. Par contre, jouer avec les échecs, déplacer les pièces, c'est un problème ouvert où potentiellement les informations nécessaires sont sans limite. Vous avez besoin de connaître l'inertie de votre corps, vous avez besoin de connaître le poids des pièces et leur gravité, vous avez besoin de connaître la réflexion de la lumière sur les pièces et dans l'environnement, vous avez besoin de connaître une suite sans fin et donc vous êtes largement ignorant parce que vous ne connaissez pas tout ça, mais vous y arrivez malgré tout. Donc ce qui est intéressant, c'est que les intelligences, du coup, ne sont pas ordonnées. Hein. Garry Kasparov est plus fort que Monsieur X pour jouer aux échecs. Deep Blue est plus fort que Garry Kasparov pour jouer aux échecs. Mais Monsieur X est plus fort que Deep Blue pour jouer avec les échecs. Alors, un des modèles fondamentaux de la raison jusqu'à maintenant, et depuis les Grecs au moins, c'est la logique. Donc je ne vais pas refaire l'histoire de la logique, c'est très intéressant, mais je ne vais pas la refaire. Par contre, je vais essayer de vous montrer les principes fondamentaux de la logique et la difficulté qu'il y a à donner du sens à des opérations logiques. Donc la logique, c'est essentiellement un système formel, c'est-à-dire un pur système syntaxique de manipulation de signes. Donc vous mettez des signes qui correspondent à des propositions, par exemple A, dans une case V, V pour vrai, mais on va appeler la case V, et puis vous mettez une suite de 3 signes, A implique B dans la case V, et vous savez, par les règles syntaxiques, que vous pouvez mettre B dans la case V aussi. Si vous avez non B et A implique B, vous pouvez mettre non A dans la case V. Tout ça se résume en fait par une seule règle qui s'appelle le principe de résolution, qui nous dit que A ou C et non A ou B permet de mettre C ou B dans la case V. Cette seule règle, à elle toute seule, permet de faire tous les raisonnements logiques, quelle que soit leur complexité, et ils peuvent être extrêmement complexes. Alors, un système formel de manipulation de signes, c'est formidable, parce que on peut parler avec une très grande certitude sans avoir la moindre idée de quoi on parle. On est parfaitement sûr de ce qu'on dit, mais on ne sait pas de quoi on parle. Donc, c'est bien, mais c'est un peu limité. Et donc, il faut arriver à relier ce système de manipulation de signes, ce système logique, au monde réel. Et pour ça, ça passe par 2 étapes. Une étape d'interprétation, qui est une étape mathématique, qui relie les propositions à d'autres propositions, en fait, ou à des objets dans un système ensembliste. Donc, par exemple, pour le collégien, A peut vouloir dire x est divisible par 9, B peut vouloir dire x est divisible par 3. Pour un paysan, A peut vouloir dire mon champ est grand et B, mon champ vaut beaucoup d'argent, et on a bien A implique B. Pour un physicien, A, la théorie standard de la physique des particules est vraie, et B, le boson de Higgs existe. Mais ça n'est que la première étape. La deuxième étape, c'est la catégorisation. Et ça, c'est une étape cognitive qui, par les sens et les actionneurs de celui qui
qui fait ça doit relier à une intuition dans le monde réel. Donc, par exemple, une tarte pour la divisibilité, savoir ce que veut dire que mon champ est grand et savoir ce que veut dire mon champ vaut beaucoup d'argent pour le paysan, etc. Pour le physicien, c'est un peu plus compliqué parce que on a besoin du CERN, en gros, pour donner un sens et des expériences au CERN pour donner un sens à tout ça. Alors, un exemple qui est assez parlant sur cette difficulté, c'est quand Alice est devant le tableau de Magritte, où il y a écrit « Ceci n'est pas une pipe », et elle se pose la question de savoir si c'est une pipe ou si c'est pas une pipe. Et en fait, on voit que la réponse est très difficile. C'est-à-dire que si on lui montre le tableau et qu'on lui dit qu'est-ce que c'est, elle va dire c'est une pipe. Si on lui demande de la mettre dans sa poche, ben, c'est plus une pipe. Si on lui demande de la fumer, c'est plus une pipe. Si Alice est devant un narguilé dans les rues turques, par exemple, ben, elle voit quelque chose qui n'a rien à voir avec ça, mais ça va être une pipe. Donc, le concept de pipe et le fait de pouvoir dire c'est une pipe est une question extrêmement difficile à laquelle on ne peut répondre qu'avec un contexte très large. Ah, je suis parti dans le mauvais sens. Alors, l'ordinateur, lui, il est véritablement dans sa tour d'ivoire et il communique avec une programmeuse, donc dans un langage formel, par exemple en Python. Et puis, à partir de là, il y a une cascade d'interprétations avec des compilateurs à chaque fois pour aller jusqu'au niveau de ces portes logiques et pouvoir effectuer effectivement le calcul. Et puis ensuite, en général, ça remonte une autre cascade d'interprétation ou la même pour fournir le résultat à, à Alice qui, elle, va donner une signification à ce résultat. Donc, l'ordinateur, il est vraiment complètement dans sa tour d'ivoire et il ne peut donner et il n'a besoin de donner aucun sens à tous les calculs qu'il fait, aucune signification. Le robot, c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, c'est un petit Kepera avec lequel on avait fait plein d'expériences. Ben, il est plongé dans le monde physique et donc, d'une certaine manière, il faut que lui-même ait les moyens de donner une certaine signification, en tout cas de faire des actions dans son monde et de prévoir le résultat de ses actions, de comprendre, entre guillemets, les perceptions qu'il a. Et donc, il est largement ignorant parce que il va savoir que très peu de choses sur ce monde physique et il va devoir se débrouiller avec. Alors, est-ce que la raison peut être vue comme probabiliste? Donc, déjà, il faut dire qu'il y a deux positions épistémologiques sur les probabilités, assez extrêmes. Je présente que les extrêmes. Hein. Il y a la position objectiviste et la position subjectiviste. Donc, les probabilités objectivistes considèrent que les probabilités sont un modèle du monde et les probabilités subjectivistes, elles ne sont pas subjectives, mais elles considèrent qu'il y a un sujet, ce qu'elles modélisent, c'est un sujet en train de raisonner à propos du monde. Donc, ça peut sembler extrêmement peu important. En fait, ça a des conséquences très importantes sur la manière dont on utilise les probabilités. Et à partir du moment où vous considérez que vous avez un sujet qui est en train de raisonner et que c'est ça que vous modélisez, il faut mettre en place dans votre modèle les connaissances du sujet et la manière dont le sujet réagit à de nouvelles connaissances et apprend. Alors, on a vu qu'il y avait une seule règle pour la logique. Pour les probabilités, il y en a deux, hein, elles sont bien connues. Donc, si c'est des propositions logiques, on a P de A plus P de non A égale 1. Et puis, P de la conjonction de A et B égale à la probabilité de A
puis la probabilité multipliée par la probabilité de B sachant A, et c'est aussi égal à la probabilité de B multipliée par la probabilité de A sachant B. Et ça n'est rien d'autre qu'une autre forme du théorème de Bayes. Et puis on peut, là c'est pour des propositions logiques, mais on peut avoir exactement les deux mêmes règles pour des variables qui ont un nombre fini de cas possibles. Donc on a besoin de deux règles pour les probabilités, mais à partir de ces deux règles, c'est comme pour la logique, on peut reconstruire, tant qu'on est avec des variables non continues, hein, on peut reconstruire la totalité des calculs probabilistes aussi complexes qu'on a besoin de les faire, et ils peuvent être largement aussi complexes qu'en logique, à partir de ces deux règles et uniquement de ces deux règles. Alors revenons à Alice et sa pipe. Alors, on va juste enrichir un petit peu le problème. On a le concept de pipe dans la tête d'Alice, la variable R. Et puis, on peut mettre 5 variables, 3 sensorielles. Le fait qu'elle voit une pipe, le fait qu'elle sente la fumée de la pipe, le fait qu'elle sente la chaleur de la pipe, et puis 2 motrices, le fait qu'elle puisse porter la pipe à sa bouche ou mettre la pipe dans sa poche. Alors, on peut se poser... On peut se poser la question maintenant, quand on vient d'allumer une pipe, de savoir si on a affaire à une pipe ou pas. Ben, on la voit, on la sent, elle est chaude, on peut la porter à la bouche, on peut la mettre dans la poche. Et donc, la probabilité qu'on a calculée, c'est la probabilité de R, sachant que ces 5 propositions sont vraies. On peut se poser la question de savoir si le tableau de Magritte est une pipe. Ben, on voit une pipe, donc S1 égale 1, et puis toutes les autres propositions sont à 0. On ne peut pas le porter à sa bouche, on ne peut pas le mettre dans sa poche, il n'y a pas de chaleur, etc. Et il faut calculer la probabilité d'avoir affaire à une pipe, sachant ces 5 propositions. Est-ce que les narguilés sont des pipes? Ben, on ne voit pas quelque chose qui ressemble à une pipe. Par contre, on le sent, il y a la chaleur, on peut le mettre dans la bouche, enfin, en tout cas, mettre une partie dans la bouche, et on ne peut pas le mettre dans la poche. Et donc, la probabilité d'avoir affaire à une pipe dépend de ces 5 valeurs, des 5 propositions. Alors, il faut aller un petit peu plus loin. On peut aller plus vers le distal, c'est-à-dire les perceptions. Donc là, on a une série de variables qui correspondent à, par exemple, ce qui arrive sur la rétine. Donc, le fait de voir une pipe conditionne ce qu'on a sur la rétine. Le fait de sentir une pipe conditionne ce que perçoivent nos neurones d'olfaction, etc. Et puis, du côté moteur, on peut aller vers le distal aussi. Si on le porte à la bouche, quels sont les ordres moteurs à envoyer? Si on le met dans sa poche, quels sont les ordres moteurs? Et on peut se poser la question de savoir si on a affaire à une pipe, sachant ce qui arrive sur la rétine, ce qui arrive sur les neurones dans le nez, sur ceux de la main, etc. Et des ordres moteurs potentiels possibles. Alors du coup, les propositions S1, S2, S3, M1, M2 ne sont pas connues et on doit envisager tous les cas possibles. Donc en probabilité, ça veut dire qu'on doit sommer sur les différentes possibilités de ces variables. Ici, comme c'était des variables binaires, on va avoir 2 puissance 5 possibilités et il faut sommer sur tous ces cas possibles pour arriver à calculer R. Le calcul est toujours le même, sommer sur les variables inconnues, sachant ce qui est connu, pour rechercher ce qu'on cherche. Donc pour calculer P de R, connaissant les variables distales, il faut sommer sur les variables intermédiaires. Ça s'appelle marginaliser ces variables. C'est vraiment un point fondamental parce que c'est comme ça
que marchent les probabilités. C'est toujours le même calcul qu'on a à faire et on reviendra là-dessus un peu plus loin. Alors, on peut aller aussi dans une direction différente, c'est-à-dire poser une autre question qui est de générer les ordres moteurs pour mettre la pipe dans sa poche. Donc, la question, c'est les ordres moteurs. Et puis, on connaît les perceptions. On sait éventuellement que les ordres moteurs pour mettre dans la bouche sont possibles. Et puis, on doit sommer maintenant, y compris sur R, puisque R est inconnu et ne fait pas partie de la question. Donc ça nous amène à une conception de la cognition qui est un peu différente de la logique, qui est de penser que peut-être un système nerveux, mais ça marche aussi pour des organismes. On a travaillé par exemple avec une algue unicellulaire, David la connaît bien. Donc une conception qui verrait notre cerveau comme un ensemble de modèles probabilistes connectés les uns aux autres, avec d'un côté les variables sensorielles, de l'autre les variables motrices, et puis au milieu un très grand nombre de représentations internes, éventuellement hiérarchisées. Et par exemple, si on se pose la question de l'action, d'une certaine action, ça veut dire qu'il faut déterminer certaines variables motrices. Ah. Voilà. Il faut déterminer certaines variables motrices, sachant certaines variables sensorielles, et donc potentiellement sommer sur toutes les variables internes qu'on ne connaît pas. Ça peut être un très très gros calcul. Pardon. Un autre point de vue, c'est de se dire qu'au départ, on est ignorant. Donc, il va falloir transformer cette ignorance en un objet mathématique utilisable pour faire de l'inférence, donc en modèle probabiliste. Ça va se faire par un ensemble de connaissances préalables et puis un ensemble de données. Et par l'apprentissage, on va transformer notre ignorance en modèle probabiliste. Et puis, les modèles probabilistes, avec nos deux règles, eh bien, ça va nous permettre de répondre à des questions, par exemple, des questions motrices. Qu'est-ce que je dois faire dans la situation dans laquelle je suis? Alors, je vais... ensuite, il y a tout un tas d'exemples qui vont de la perception au conflit, à la comparaison d'hypothèses, aux affordances, au processing, morphological processing, à l'attention, à l'action, au temps, à l'espace, et puis des exemples un peu plus élaborés sur la parole et sur la lecture et l'écriture et la robotique. Donc je vais juste faire un petit florilège de ça, rapidement. Alors la perception, tout le monde connaît le cube de Necker. Donc ce cube, on peut le voir avec un tout petit peu d'entraînement, on arrive à faire l'inversion en le voyant dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Donc, ce qui se passe, c'est que sachant qu'on a affaire à un cube, on peut prédire l'image sur la rétine qui est là. Mais on voit que le problème qui se pose est l'inverse. Sachant sur l'image sur la rétine, donc S, quel est l'objet auquel j'ai affaire. Donc, la perception est un problème inverse. Et en plus, c'est un problème mal posé, puisque comme on le voit ici, il y a au moins deux solutions. Pour une image sur la rétine, il y a deux solutions qui sont les deux cubes. En fait, il y a même une infinité de solutions, parce qu'avec la perspective, on peut avoir affaire à des objets qui ne sont pas des cubes, mais qu'on voit comme des cubes. Alors, une première magie des probabilités, c'est qu'elles n'ont pas de sens direct et inverse. Le calcul peut être fait dans n'importe quel sens. Donc, on a un modèle qui est dans le sens R vers S. Ce que je connais, c'est P de S sachant R.
Et la question qui se pose, c'est P de R sachant S, et les probabilités savent faire ce calcul. Elles savent toujours faire ce calcul. Donc c'est un point très important, c'est de ne pas avoir de sens direct et inverse. Alors, tout de même ici que pour résoudre l'ambiguïté, par exemple, on a un terme qui est l'a priori sur R, qui permet souvent de résoudre les illusions et de résoudre les ambiguïtés. Pas forcément de la bonne manière, mais qui permet de les résoudre. Donc un exemple de ça, eh bien, si vous... J'ai perdu mon pointeur. Voilà. Si vous partez d'ici du rocker et puis que vous suivez comme ça, ce que vous voyez ici en premier, c'est le rocker. Si vous partez d'ici la sirène et que vous suivez comme ça, ce que vous voyez en premier ici, c'est la sirène. Donc, le préalable, si vous voulez, influence de manière considérable ce qu'on voit. Donc ça, il y a des très, très nombreux exemples de ça, et les probabilités subjectivistes, bayésiennes, ont largement été utilisées dans le cadre des illusions. Alors, dans les modèles, il y a énormément de modèles probabilistes possibles. Un des modèles très simples, ça s'appelle la fusion naïve. En fait, c'est ce qu'on a vu pour la pipe. Donc, on va supposer qu'on a l'idée de ce qu'on est en train d'observer, et puis on a un certain nombre de variables, et on considère que chacune, si on connaît R, chacune de ces variables est indépendante. Alors, c'est une hypothèse extrêmement forte qui, en général, est toujours fausse, mais comme elle réduit considérablement la quantité d'informations nécessaires, la taille de la mémoire nécessaire et le nombre de calculs nécessaires, on l'utilise très souvent. Par exemple, dans vos ordinateurs, vous avez des systèmes anti-spam qui sont comme ça, qui considèrent que tous les mots apparaissant dans un mail sont indépendants les uns des autres. C'est évidemment faux, mais comme ça permet de traiter un très grand nombre de mots, c'est utilisé comme ça et c'est souvent très efficace. Alors, ça peut poser des problèmes parce que toutes ces variables ici peuvent éventuellement amener des informations contradictoires. Donc pour ça, il y a le test de Strout qui est intéressant. Donc, est-ce que vous pouvez me donner la couleur de ce rouge, de cet idéogramme? Rouge, très bien. Celle-là. Voilà. Donc maintenant, on va faire la même chose mais en français. Quelle est la couleur ici? Et celle-là? Vous êtes fort, hein, parce que moi j'ai du mal, hein, j'y arrive pas en fait. Voilà. Et donc là, quel est le problème? Donc vous avez un test, si vous voulez, qui est plus facile en chinois qu'en français. Ce qui est un peu bizarre pour des francophones. Mais en anglais, c'est pareil d'ailleurs. Donc, on aurait tout de même... moi, j'ai eu du mal à y croire au début qu'on pouvait me poser un test linguistique qui soit plus facile en chinois qu'en français. Mais c'est le cas. Et donc, c'est très simple en fait. Hein. Vous avez à faire la fusion entre P de S couleur sachant R et S lecture sachant R. Les informations en chinois, S lecture, vous n'avez rien comme information, donc c'est S couleur qui vous permet de décider. Vous n'avez aucun souci. Et en français, vous avez deux informations complètement contradictoires. Et suivant les personnes, c'est S couleur qui prend le pas ou c'est S lecture. Alors, là, je saute tout un tas d'exemples, je passe au temps. Et pour dire que pourquoi n'est pas nécessairement la bonne question. En fait, c'est le fait que ça soit causal qui est remis en cause. Dans les probas, vous n'avez pas du tout besoin de faire des modèles qui soient causaux. Vous avez besoin de faire des modèles qui soient informationnels. Donc, par exemple, un des exemples les plus simples, si vous voulez, c'est cette urne de Bernoulli, dans lequel il y a des boules rouges et des boules blanches, et puis on fait des tirages sans mesure, sans remise, pardon. Et donc, si vous avez R boule rouge et B boule blanche au départ, vous faites le premier tirage, c'est une rouge, donc vous avez R-1 boule rouge et toujours B boule blanche. Ça a changé la probabilité que le prochain tirage soit rouge ou blanc.
Mais quelque chose de très intéressant que les probabilités montrent facilement, c'est qu'en fait, savoir les tirages du passé n'apporte absolument rien de plus à savoir les tirages du futur. C'est-à-dire, si vous êtes au énième tirage et que vous savez que dans 5 tirages, vous allez tirer une boule rouge, eh bien, ça va vous apprendre exactement autant d'informations que si vous savez que vous avez tiré déjà une boule rouge avant. Donc, il n'y a pas le sens du temps, c'est véritablement la quantité d'informations qui compte. Alors, vous pouvez dire, ouais, mais c'est bizarre parce qu'on n'a pas d'information qui vient du futur. Ben, en fait, ce n'est pas vrai. Il y a plein de problèmes pour lesquels vous avez de l'information qui vient du futur. Par exemple, faire un diagnostic, ben, vous avez ce qui s'est passé avant que la machine tombe en panne, mais vous avez aussi ce qui s'est passé depuis qu'elle est tombée en panne. Et souvent, l'information qui est depuis qu'elle est tombée en panne vous est tout aussi utile que ce qui s'est passé avant pour savoir quel est le type de panne qui a eu lieu. Donc, l'information causale n'est pas plus précieuse que l'information tout court. Donc ça, c'est aussi un point très important, qui est que les modèles n'ont pas besoin d'être causaux, ils ont besoin d'être informationnels, et ce qui compte, c'est l'information. Alors, un autre, dans tout le grand catalogue de modèles probabilistes qui existent, je voulais vous montrer celui-là parce que c'est un peu le modèle fondamental sur le temps, qui est fait d'un modèle qu'on appelle dynamique, qui nous dit que si on sait qu'on est dans un certain état à t-1, on peut prédire de manière probabiliste dans quel état on sera à t. Et puis un modèle d'observation qui nous dit que si on sait qu'on est dans un certain état à t, on peut prédire les observations qu'on fera dans cet état. Ce modèle, il est très usité, vous l'utilisez tous les jours en fait, parce que dans vos GPS, il n'y a rien de moins qu'un modèle exactement comme celui-là. Donc R, c'est la position. Donc, sachant la position, vous pouvez prédire votre position future de manière probabiliste. Et puis, sachant votre position, vous pouvez prédire les temps de vol avec les satellites. En fait, les premiers grands succès du bayésien, etc., c'est les fils de Kalman, qui sont une version simplifiée de ce modèle-là. Et leur premier grand succès, ça a été qu'ils étaient utilisés dans les missions Apollo pour aller sur la Lune. Alors, il peut être très facilement enrichi. Il y a plein de manières de mettre l'action dans ce modèle, mais la plus simple, c'est de dire que le modèle dynamique, en fait, on prédit l'évolution de l'état en connaissant l'action qui a été prise. Donc ça, justement, dans les GPS, vous connaissez la vitesse, vous connaissez éventuellement l'accélération. Donc ça va vous aider à prédire, ça va rendre plus pointu la prédiction en probabiliste de l'état dans lequel vous allez être à la surface de la Terre. Donc ça, c'est très intéressant. On peut poser plein de questions, voilà quelques-unes, à ce genre de modèle. Donc le premier, c'est la perception. Donc dans quel état est-ce que je suis, sachant toutes les observations que j'ai faites avant d'être dans cet état, toutes les actions que j'ai prises, et puis l'observation que je fais dans l'état présent. Et on peut choisir une action. Donc la question, ça va être de calculer M, l'action, sachant l'état que je voudrais atteindre, et puis sachant les observations et les actions précédentes. On peut faire de la simulation, donc trouver la série d'états quand on fait une série d'actions. J'ai parlé du diagnostic tout à l'heure, je ne l'ai pas mis là, c'est bête, mais il y a le diagnostic. On peut faire de la planification, trouver la série d'actions pour atteindre un certain état. Ça c'est agir pour percevoir. Donc je veux améliorer ma perception et je choisis, il faut que je détermine une action qui va me permettre de percevoir. Etc., etc., il y en a vraiment plein. Je suis à combien de temps là? 40 minutes. D'accord.
Pour l'espace, ben, où n'est pas forcément la bonne question. Donc là, je vais juste vous raconter une petite anecdote. Il y a quelques années en arrière, on faisait le tour des Annapurna au Népal. Et puis, on arrive dans un village qui n'était pas notre objectif. On voulait aller au village suivant. Mais il pleuvait énormément. Il était 4 heures de l'après-midi et tout. Donc, on demande à un gars qui était là à quelle distance est le prochain village. Et il nous répond il ne faut pas y aller, c'est à 4 heures. La nuit va tomber, venez dormir chez moi. Bon, on va dormir chez lui, c'est très sympa et tout. Hein. Et le lendemain matin, au petit déjeuner, on reprend la discussion avec lui. À quelle distance est le prochain village? Et il nous dit, oh, c'est à 1 heure. Vous allez voir, vous pouvez y aller. Donc, on était un peu interloqués. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il avait parfaitement raison. C'est-à-dire qu'on lui posait une question spatiale en distance. Et lui, il nous répondait en temps. Et c'était la bonne réponse. Parce qu'en marchant sur le chemin extrêmement escarpé, on s'est bien rendu compte que la veille, avec la pluie et la nuit qui tombait, c'était difficile. Et donc, la question souvent n'est pas où, qui est souvent la question qu'on pose aux robots quand on est roboticien. Mais la question, c'est comment. La bonne question, c'est comment. Et c'est en termes moteurs qu'il faut répondre, et donc en termes de temps. Et là encore, des modèles probabilistes, je ne peux pas détailler là, permettent de répondre à ça. Alors, là, je vais peut-être aller très très vite. Comment ces calculs, voilà, il faut en faire. Ils sont extrêmement simples. Hein. Donc, un modèle probabiliste, c'est fait de quoi? C'est fait d'un choix de variables, c'est fait d'une décomposition, c'est-à-dire que la distribution conjointe qui recèle toute l'information doit être représentée sous une forme plus simple, qui est un produit de distribution plus simple. C'est le schéma, par exemple, que j'avais fait là pour le filtre bayésien avec les actions. Et puis des formes paramétriques qui déterminent quelles formes ont toutes ces distributions. Ça, c'est les connaissances préalables. Et puis, il y a des paramètres qui sont laissés libres et il faut faire de l'apprentissage à partir des données pour identifier ces paramètres. Et puis, ensuite, il y a les questions. Une fois qu'on a tout ça, c'est-à-dire le modèle probabiliste, les connaissances préalables et le résultat de l'apprentissage, il faut poser des questions. Et on a vu que le calcul, c'est toujours le même. C'est un mélange de sommes et de produits sur des variables discrètes. Donc, il n'y a pas plus simple comme calcul. Hein. Un boulier chinois permet de faire ça. La seule difficulté, c'est leur nombre. Parce que leur nombre devient très très vite absolument gigantesque. Et donc, on ne peut pas le faire, non pas parce que le calcul est difficile, mais parce qu'il y a trop de calculs à faire. Alors, juste pour dire, ça c'est un ancien livre qui est beaucoup plus technique que celui-là, qui décrit tout ça en détail. Et en anglais. Donc, juste une petite parenthèse, c'est que plutôt que de voir le système nerveux comme cet ensemble de modèles probabilistes imbriqués les uns dans les autres, peut-être qu'il faut plutôt le regarder comme implémentant les arbres de calcul. Les arbres de calcul, hein, c'est-à-dire c'est l'ensemble de calculs qu'il y a à faire pour répondre aux questions. Du coup, c'est plus difficile. Hein. On a commencé à chercher un petit peu ça. On a fait un des premiers pas dans cette direction sur des problèmes de langage. Mais voilà, ça devient beaucoup plus difficile. Alors, juste pour donner un tout petit semblant d'intuition sur la manière dont c'est fait, comme ces calculs sont beaucoup trop nombreux, il faut faire du sampling, de l'échantillonnage. Alors, qu'est-ce que c'est que le sampling pour ceux qui ne savent pas? Ben, ici, vous avez un échantillonnage de la côte de la Grande-Bretagne avec 200 km entre chaque point. Ici, 100 km et ici, 50 km.
Donc, on voit bien que quand on a un échantillonnage à trop grande échelle, ou trop petite, je ne sais jamais dans quel sens ça marche, enfin voilà, quand les points sont trop espacés, ben, on peut rater des choses importantes. On rate le Pays de Galles, et puis on rate quelque chose de très grave, c'est les îles qui font le meilleur whisky, voilà. Et donc, il faut échantillonner de plus en plus près pour en rater de moins en moins. Mais ça a une limite. C'est-à-dire que si vous échantillonnez au millimètre, ben, est-ce que ça a encore un sens? Pour une côte, ça n'a pas grand sens parce que vous êtes au niveau du grain de sable et la moindre vague et le moindre coup de vent vous font changer complètement le trait de côte. Donc ça n'a plus de sens. Donc il faut trouver le bon grain d'échantillonnage et c'est une question extrêmement difficile. D'autant plus que là, je suis en dimension 2. Dans probabilité, je vais être en dimension 20, 100, 1000. Et donc, le problème de l'échantillonnage, il se pose de manière 1000 fois, ou c'est même exponentiel dans la difficulté euh, pour trouver la bonne manière d'échantillonner. Mais en gros, tous les algorithmes, il y a des algorithmes très différents, mais tous les algorithmes reviennent toujours à cette question de trouver le bon moyen d'échantillonner les distributions de probabilité pour arriver le plus facilement possible au résultat. Alors, un petit aussi flavor de l'apprentissage. Dans le livre, je parle beaucoup d'entropie. Là, je ne vais pas aborder la question de l'entropie parce que c'est pas très compliqué, mais ça demande pas mal de temps à expliquer. Donc, je vais juste revenir. Donc, l'apprentissage, il est là. Hein. L'apprentissage, c'est comment passer de l'ignorance au modèle probabiliste à partir de connaissances préalables et de données. Donc, les connaissances préalables, c'est ça. Hein, les variables, la décomposition, les formes paramétriques. Et puis, les données, c'est apprendre les paramètres qui sont libres. Alors, c'est très intéressant parce que si on regarde le problème de la découverte, eh bien, la chose la plus difficile, c'est de trouver les variables. Donc, si vous voulez, pour la gravitation universelle, trouver les bonnes variables, ça a mis en gros 7 ou 8 000 ans. Hein, c'est-à-dire que les gens ont commencé à observer les mouvements des astres il y a au moins 10 000 ans en arrière. Les mégalithes bretons, moins 7 000 ans, si vous voulez. Mais je pense qu'ailleurs, en Chine ou en Égypte, où il y a des choses quasiment aussi vieilles, où ils commençaient à observer et à essayer de trouver les variables pertinentes pour expliquer le mouvement des astres. Et puis, petit à petit, ça a avancé. En gros, jusqu'à Kepler et puis à Newton, où on a commencé à converger sur quelles étaient les variables intéressantes. Et donc, pour Newton, la masse des deux corps et puis la distance entre ces deux corps. Donc, 3 variables. Et puis, une fois qu'on a les variables, faut trouver les dépendances. Oui, donc là, j'ai sauté peut-être l'étape des dépendances. On avait commencé par sélectionner les variables, et puis on a trouvé vraiment comment elles pouvaient être combinées les unes avec les autres. Et puis, la forme paramétrique. La forme paramétrique, en fait, ça devient assez simple. C'est-à-dire que savoir que c'est le carré de la distance qui est important plutôt que son cube ou plutôt que la distance tout court, et puis qu'elle est au dénominateur plutôt qu'au numérateur. Bon, ça, on peut le voir assez facilement quand on a les bonnes variables. Et puis, la dernière étape, c'est identifier les paramètres. Donc là, le paramètre, c'est G, la constante de gravitation. Une fois qu'on a trouvé une forme comme ça, et puis qu'on a une série de données, trouver la valeur de G, c'est très simple. Et en plus, c'est extrêmement satisfaisant parce qu'on se rend compte qu'on arrive sur une valeur de G. Et donc, la loi, elle est justifiée, ne serait-ce que par ça. Alors, en fait,
tout cet apprentissage, ça peut être vu comme des inférences probabilistes dans un modèle plus large que le modèle dans lequel on cherche à apprendre. Donc la question, c'est de trouver pi, le modèle probabiliste, les connaissances préalables et les valeurs des paramètres, sachant les données. Donc la première chose, c'est que si on a des connaissances préalables, pi' de i, et puis des données, on peut chercher la valeur des paramètres. C'est ce qui est fait la plupart du temps en intelligence artificielle. On part de connaissances préalables, typiquement un réseau de neurones, hein, si vous voulez, on a sa structure, et ce qu'on cherche, c'est les valeurs des paramètres. Et c'est tout ce qu'on cherche. C'est pourtant déjà des problèmes compliqués et qui demandent beaucoup de calculs, mais ça se limite à ça. Mais on peut aller plus loin, c'est-à-dire qu'on peut se poser la question, sachant un noyau de connaissances préalables, mettre en compétition plusieurs hypothèses, sachant les données, mais ne sachant pas les paramètres. Donc, on l'a vu, potentiellement, il faut sommer sur toutes les valeurs possibles des paramètres. Donc ça, c'est un problème qui devient extrêmement difficile parce que le nombre de valeurs possibles des paramètres est souvent extrêmement grand. Et donc, en général, ce n'est pas ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on sépare en deux sous-problèmes. On part de connaissances préalables fixées, on cherche les paramètres, on prend, au lieu de prendre la distribution de probabilité sur ces paramètres, on prend la valeur la plus probable de ces paramètres, un θ étoile j, si vous voulez. Et puis ensuite, on pose dans un deuxième temps, on met en concurrence plusieurs modèles, sachant la valeur des paramètres la plus probable qu'on a trouvé pour chacun de ces problèmes. Donc ça, c'est ce qui est fait très souvent aussi. C'est extrêmement, j'allais dire faux, c'est pas faux, c'est une perte d'information considérable. Parce que connaître la distribution sur θ, c'est en connaître beaucoup plus que de connaître une seule valeur pour θ. Bon, ben, je suis presque au bout. On en est à combien de temps? On est à 52. Parfait. Donc, je ne vais pas décrire, il y a tout un tas de sujets là, très controverses, sujets à controverse. Je vais juste finir sur un dernier transparent pour la morale de l'histoire. La morale, c'est que la seule vérité, pour moi, elle est dans le monde physique à l'échelle microscopique. C'est tellement complexe, il y a tellement de possibilités, c'est-à-dire si on cherche à dénombrer le nombre de possibilités, on arrive à des chiffres absolument extraordinaires, qu'on n'a aucune chance d'accéder à cette vérité. On est ignorant par rapport à ça, il faut qu'on fasse avec. Notre propre intelligence, justement, elle est complètement insignifiante vis-à-vis de cette vérité. Elle est insignifiante dans l'espace. Hein, 10 puissance 11 soleils dans la galaxie, au moins 10 puissance 11 galaxies dans l'univers. La plupart de ces soleils ont des planètes autour d'eux, dont des planètes habitables. Donc nous, on est un petit grain de sable autour d'un de ces 10 puissance 22 soleils, et on est 1 sur 10 milliards d'habitants parmi, et encore, je compte que les humains, parce qu'il y a toutes les intelligences autres que les humaines. Voilà, donc on est totalement insignifiant. Dans le temps, on est tout aussi insignifiant. En gros, dans l'échelle depuis la création de la vie, disons qu'elle dure sur une année, notre existence à nous dure sur un battement de cœur. Hein, c'est à peu près ça. Voilà, donc on est complètement insignifiant, donc on est très loin, enfin prétendre qu'on peut avoir accès à la vérité au-dessus, c'est juste complètement illusoire. Donc cette vérité, elle est juste complètement inatteignable.
Alors, en plus, penser qu'on a accès à cette vérité, c'est toxique. C'est une idée très toxique. D'abord parce qu'on se trompe nous-mêmes. Et puis, si on croit qu'on a la vérité, on est sur la piste qui consiste à imposer sa volonté aux autres. Puisque à partir du moment où il y a un président américain qui me semble être un bon exemple de tout ça, je suis désolé pour cette remarque politique, mais à partir du moment où vous pensez que vous avez la vérité, l'opinion des autres, vous n'en avez rien à faire et vous vous sentez légitime pour l'imposer. Alors, on n'a pas accès à la vérité, mais on peut aspirer à la raison. Et donc, au fait qu'on cherche à faire les meilleurs raisonnements possibles qu'on a avec les informations à notre disposition. Non seulement on peut aspirer à la raison, mais on peut penser que l'évolution a fait que tous les êtres vivants qui existent sont pas trop mauvais avec la raison, puisque on voit bien que utiliser de la meilleure manière possible les informations qu'on a à sa disposition, c'est un plus énorme pour la survie. Donc c'est un avantage d'évolution considérable. Donc tous les êtres vivants exploitent correctement, en tout cas mieux que leurs concurrents l'exploitaient, l'information qu'ils ont à leur disposition. Et ça, c'est vrai, y compris pour Clamy. Clamy, c'est cette petite algue unicellulaire que David avait étudiée dans une autre vie, et donc qui est capable déjà de faire tout un tas de choses formidables. Par exemple, de nager vers la lumière, loin de la lumière, en fonction de ses besoins énergétiques, etc., etc. Et donc de prendre des décisions. Et des décisions raisonnables. Et donc, juste, les autres n'ont pas forcément tort, c'est relié à ça, hein. Les autres n'ont pas forcément tort, ils vivent chacun dans un multivers particulier, qui est le multivers de leur connaissance préalable, de leur modèle probabiliste, qui n'est pas le vôtre. Donc, comme ils ont des connaissances différentes, ils arrivent à des conclusions différentes. Ça ne veut pas dire qu'ils raisonnent mal, ça veut dire qu'ils n'arrivent pas aux mêmes conclusions parce qu'ils n'ont pas les mêmes informations. Alors, pour une intelligence ignorante, donc qui n'a pas toute l'information nécessaire, les probabilités semblent être un meilleur modèle que la logique pour la raison. Et puis, c'est un petit peu peut-être désespérant comme conclusion, parce que je dis qu'on est insignifiant. Mais oui, mais on a tout de même le plaisir d'essayer de comprendre un peu plus chaque jour, de s'enrichir, d'apprendre, voilà, et on s'amuse bien. Voilà. Merci. Merci à vous. Are there some questions in the audience?